Merci d'être présent. Bienvenue à vous. Je me présente rapidement. Je suis Frédéric Chapuis. Je suis formateur et coach en entreprise, fondateur et gérant de la société Fragile 21, qui est un organisme de formation basé sur Florange et qui s'intéresse et essaye de piloter ou d'accompagner sur les logiques de transition, qu'elles soient des transitions sociales, améliorer la place de l'humain dans l'entreprise, ou écologiques, comment mieux prendre en compte les dimensions écologiques et environnementales des entreprises, avec à chaque fois l'idée de développer la motivation, de développer l'engagement et la capacité de mise en route à l'intérieur des systèmes complexes que peuvent être les entreprises. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée ou d'un mot qui commence à devenir un petit peu à la mode, ou en tout cas qui commence à pénétrer, qui est la notion d'entreprise régénérative. Je vais vous présenter ce que pourrait être une entreprise régénérative et vous expliquer en quoi ces entreprises régénératives peuvent s'inspirer d'un nouveau modèle de développement des entreprises qui s'appelle la théorie du donut et qui est issu d'un livre qui est ici, qui a été écrit en 2018 par une économiste anglaise qui s'appelle Kate Raworth, et donc le titre s'appelle La théorie du donut, l'économie de demain en 7 principes. Alors pour commencer, puisqu'on aime bien les histoires, je vais vous raconter une histoire. Donc on va se projeter dans le futur, et donc bienvenue en 2050. Je vous présente Kylian et Simone. Tous deux sont co-gérants dans une entreprise de valorisation de déchets, située près de Nancy, Tardigrade. Ensemble, ils sont élus pour une durée de 3 ans par l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de l'entreprise. Ils ont comme mandat d'amener l'entreprise à la prospérité, qu'ils définissent comme la capacité de l'entreprise à subvenir à ses besoins, à investir, et cela sans dégrader son environnement. Alors si Tardigrade a démarré dans le recyclage en circuit court des bouteilles plastiques en 2028, elle s'est peu à peu diversifiée pour proposer tout un ensemble de services autour et grâce à la valorisation des déchets. Tardigrade propose à la fois des formations au recyclage efficace, des conseils aux entreprises sur le zéro déchet, des ateliers de réparation d'objets électroniques ou autres, et tout autre service autour de la récupération, de la réutilisation et de la valorisation des objets existants. D'ailleurs, on ne parle pas de déchets chez Tardigrade, on parle de trésors dormants. Ils ont même profité d'un bout de terrain qu'ils avaient derrière leur entrepôt pour développer un jardin potager collaboratif pour lequel ils réutilisent les déchets alimentaires qu'ils ont transformés en compost. C'est un jardin partagé où les gens du quartier peuvent venir jardiner de temps en temps et récupérer des aliments. Ils font la connaissance de collaborateurs et collaboratrices qui se forment à la permaculture. Ici, vous voyez Simon, à la retraite, un voisin qui aime bien aller jardiner derrière l'usine. L'ensemble des 41 employés de Tardigrade a pour mission de trouver régulièrement de nouvelles idées farfelues ou concrètes afin de développer l'activité. La ligne de conduite est claire. Maintenir l'activité pérenne, l'entreprise robuste, avec la conscience d'avoir le moins d'impact sur les individus et sur l'environnement, et également d'avoir un impact positif si possible. Alors chez Tardigrade, en plus des jardins collaboratifs, on trouve un toit et des murs végétalisés, on chauffe à la méthanisation des trésors dormants, on produit une partie de son électricité, et tout ce qui est produit est évalué selon sa profitabilité, certes, mais aussi en fonction de sa durabilité, de son impact environnemental et de son utilité sociale. Il y a 3 ans, ils ont même renoncé à une partie de leur activité qu'ils jugeaient pas assez utile et pas assez écologique. Ils ont même renoncé à certains de leurs clients car ils les jugeaient trop éloignés géographiquement et pour certains trop éloignés de leurs valeurs. Alors cela a eu un prix bien sûr, mais comme le dit Simone, c'était le prix à payer si on veut garder notre ligne, durer et perdurer. Alors ce matin chez Tardigrade, Kylian et Simone sont satisfaits. Ils sont contents car ils ont vérifié leur consommation d'énergie du mois dernier, ainsi que la consommation des ressources. Et ils sont en dessous des limites fixées par les pouvoirs publics. Alors en effet, après la grande crise de 2040, les consommations d'énergie et de ressources ont été strictement encadrées et limitées en fonction du nombre d'unités produites, de leur impact environnemental et de leur utilité sociale. Chez Tardigrade, les gérants, chaque fois au nombre de 2, sont élus pour une durée de 3 ans par les parties prenantes. Les décisions se prennent au travers de cercles sur le modèle de la sociocratie.
Alors bien sûr, en dernier ressort, les co-gérants décident, mais toujours dans un souci de prospérité et de responsabilité pour l'entreprise. Quand on leur demande si l'entreprise est riche, ou si eux-mêmes le sont, ils répondent que c'est relatif, et que de toute façon, ce n'est pas vraiment l'enjeu. Tardigrade est robuste, Tardigrade est prospère, elle est capable de s'adapter à des situations complexes, de résister à des crises, de gérer l'incertitude et de changer de direction quand c'est nécessaire. Si l'entreprise ne se développe pas de façon aussi fantastique que pouvaient le faire les startups du début du siècle, elle essaime, elle partage, elle noue des liens, elle invente, elle tisse son réseau, elle s'insère sur son territoire. Bref, elle participe à la vie de façon totale et désintéressée. En plus de vivre de notre travail, dit Kylian, on fait du bien et ça nous fait du bien. Et c'est ça qui compte, avant tout. Alors mon histoire est terminée, on va revenir en 2024 et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Des entreprises comme Tardigrade, elles existent déjà. Elles n'ont pas attendu d'être au pied du mur pour agir. Elles ont anticipé, elles ont appris à surmonter les difficultés et elles sont aujourd'hui en train de se préparer aux difficultés de demain. Diminution de la ressource, coût de l'énergie prohibitif, perturbation des chaînes logistiques, difficultés d'approvisionnement, aléas climatiques, réglementation. Tous ces éléments qui vont devenir ou qui sont déjà dans notre quotidien, ces entreprises s'y adaptent. Elles sont prêtes, mais en plus, elles se sont aperçues en s'adaptant que cela pouvait rendre heureux. L'entreprise Pocheco, par exemple, qui est située près de Lille dans le Nord, est une entreprise d'imprimerie d'enveloppes écologiques qui propose, en plus d'être éco de ces enveloppes, du conseil en ingénierie, de la formation et tout un tas de services autour de l'impression écologique. L'entreprise Interface, un des leaders mondiaux des dalles de revêtement de sol, vous en avez sans doute déjà vu, ce sont ces petites dalles de moquette qu'on voit dans pas mal d'entreprises publiques ou de services ou des banques. C'est souvent Interface qui les produit. Eh bien, cette entreprise, qui existe depuis 1973, se définit comme une entreprise forêt et essaye d'adapter les principes du vivant à son propre développement. On peut lire sur leur site: notre mission chez Interface est de surmonter le changement climatique, l'un des plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée. Nous devons participer à l'inversion du réchauffement climatique et encourager les autres à agir. Ensemble, avec les autres organisations, les gouvernements et les entreprises, nous pouvons créer un climat adapté à la vie. Pour l'anecdote, ou pas, Interface en France, c'est 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On n'est pas dans l'entreprise anecdotique. Nexans, entreprise française, cotée au CAC 40, a décidé récemment d'abandonner la croissance volumique pour une croissance en valeur et imposer à ses unités de production de commercialiser 80% de l'activité dans le monde dans un rayon d'action limité à 800 km autour de l'usine. Leur consommation est également régulièrement relevée et volontairement limitée afin de les obliger à produire mieux avec moins. Enfin, Mustela, que vous connaissez peut-être si vous êtes parent, produit pour bébé, a décidé d'abandonner les lingettes bébés à très brève échéance. C'est un produit qui est extrêmement rentable et qui représente en France 20% de leur chiffre d'affaires. L'utilité sociale et le coût environnemental de ces lingettes étant été jugés prohibitifs et aucun produit de substitution réalisable, ils ont tout bonnement décidé d'abandonner le produit à l'aune de 2030-2035 pour adapter les équipes qui travaillaient sur ces produits-là à les insérer dans d'autres éléments de leur structure. On qualifie ces entreprises de régénératrices. Elles sont considérées aujourd'hui comme des entreprises marginales, mais elles pourraient très vite devenir une norme car elles sont plus adaptées au nouveau régime climatique dans lequel nous sommes entrés. Je vais vous proposer une petite explication du mode de fonctionnement de ce type d'entreprise. Alors si ce type d'entreprise nous paraît si différent, si ce type d'entreprise nous surprend, c'est qu'on s'est habitué à penser l'entreprise dans un modèle qui est devenu le modèle dominant ou même le modèle unique et qui est présent quasiment depuis que l'entreprise est née. Il s'est fortement développé au XXe siècle, mais il existait avant. Et aussi pour pouvoir prendre le chemin de l'entreprise régénérative, encore faut-il se sentir capable de renoncer à certaines idées. Je vais vous en présenter deux qui sont les principales idées, il y en aurait d'autres, mais il y a l'idée de croissance, fut-elle verte d'une part, et l'idée que la solution technique va tout résoudre d'autre part. Alors depuis que le concept de croissance a été inventé, il a été inventé dans les années 30 par un économiste américain qui s'appelle Simon Kuznets.
La croissance a été pensée comme une augmentation régulière et exponentielle de la valeur créée. Chaque année, il s'agit de produire plus que l'année précédente, indépendamment de la question de quoi produire, de la question de comment produire, et je ne vous parle pas de la question de pourquoi produire. La croissance était bonne, en tant que telle, par elle-même. C'est un peu comme si votre unique objectif était d'être plus riche hier que demain, plus riche indépendamment de savoir comment vous êtes devenu riche, d'une part, et à quoi va vous servir toute cette richesse. Alors l'idée peut paraître séduisante. La plupart des sociétés contemporaines se sont construites sur le modèle de croissance. Le problème, c'est qu'il y a un hic. Nous nous sommes aperçus dans les années 70 que pour la production de produits ou de services, nous avions besoin de deux choses qui, elles, n'étaient pas en augmentation régulière, exponentielle, mais disponibles sur notre planète en quantité limitée. La première chose, c'est les matières premières. La deuxième chose, c'est l'énergie. Pendant longtemps, la production et les ressources ont augmenté de concert. Ceci était assez pertinent tant que la question de la limite des ressources et de l'énergie disponible sur notre planète ne se posait pas. De même que la question du coût écologique de la production, de l'extraction de la ressource et de la consommation d'énergie ne se posait pas non plus. Or, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous manquons de matière et nous manquons d'énergie, et le coût de la production par rapport au climat et à l'environnement devient prohibitif. Plus précisément, la matière et l'énergie deviennent de plus en plus chères. Et c'est pour ça que l'utilisation de la ressource dans le cycle de production devient problématique. Alors du coup, voici en résumé quelle logique a présidé à nos modèles économiques et qui continue encore aujourd'hui. J'extrais la ressource là où elle se trouve, quel qu'en soit le prix environnemental, avec l'idée qu'elle sera de toute façon tout le temps disponible et abondante. Ensuite, je fabrique, souvent en cherchant un coût minimum. Et tant pis si je dois faire produire en Chine, au Vietnam, au Bangladesh ou ailleurs. Ensuite, j'utilise, mais pas trop longtemps, car il vaut mieux vendre un téléphone tous les 2 ans que tous les 5 ans, non ? Acheter un pull tous les 6 mois que de garder un pull pendant 3 ans. C'est bon pour le commerce. Et puis je jette. Dernier élément, cela ne me coûte rien, ou presque rien. Quelqu'un trouvera bien une solution pour gérer mes déchets, après tout. En tout cas, ce n'est pas mon souci, même si très rapidement, cela va devenir mon problème. Car c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a de moins en moins de produits dans le frigo et la poubelle est pleine. Elle sent mauvais et on ne sait pas où la sortir. Alors dans les années 70, on a trouvé une première idée. Une fois que le couple production et ressources a été mis à jour, on a proposé la notion de développement durable ou développement soutenable. C'est-à-dire un découplage entre la production et la quantité de matière et d'énergie nécessaire pour cette production. Le problème du découplage relatif, c'est que avec une augmentation régulière de la production, la consommation de ressources et d'énergie, même si elle est moindre, elle continue d'augmenter. Elle augmente juste moins vite que la production. Alors, on a proposé un autre modèle. C'est là qu'est arrivé le concept de croissance verte. Alors l'idée de la croissance verte, c'est qu'il est possible de maintenir une hausse régulière de la production et d'avoir dans le même temps une diminution absolue de l'utilisation de la ressource. C'est l'objectif aujourd'hui que beaucoup d'États essaient d'atteindre, c'est l'objectif du pacte vert européen. Alors je suis au regret de vous dire que d'après la plupart des scientifiques et des économistes, non seulement la croissance verte n'a jamais existé, mais qu'il est fort à parier qu'elle n'existera jamais. À ce jour, nous ne sommes pas capables de produire plus en utilisant moins d'énergie et moins de ressources. Alors du coup, pour trouver une solution, on est dans une fuite en avant. Et au lieu de trouver une solution avec une diminution, on va substituer les énergies à une autre. On va substituer les matières premières à une autre. Et ça, on l'a déjà fait par le passé. On n'avait plus de bois, on a trouvé du charbon. Puis ensuite, le pétrole s'est substitué au charbon. Et aujourd'hui, plus de pétrole, on va électriser. Puis demain, peut-être, faute d'électricité, on aura l'hydrogène et que sais-je d'autre. Alors ça, c'est pour le problème de l'énergie, mais en plus, les ressources sont en quantité limitée sur notre planète. Et leur extraction et leur utilisation a un coût et des impacts écologiques majeurs. Et on ne peut plus se permettre de remettre les problèmes à plus tard. Hier, quelqu'un m'a dit qu'en Chine, ils sont en train de creuser à 4 km dans le sol pour essayer de trouver de l'énergie et de la ressource.
un puits de 4 km, c'est un peu une hérésie écologique. Et le coût pour avoir un puits de 4 km et d'extraire de la ressource qui va faire 4 km de remontée est énorme. Ça, c'est le premier renoncement. Le deuxième, c'est la solution technique. C'est le dernier espoir qui nous reste peut-être. Que le progrès, la science et les solutions techniques trouvent les remèdes. Voiture électrique, captation du carbone, géo-ingénierie, exploration extraterrestre. Parmi toutes ces options, peut-être qu'une va nous permettre de trouver une solution au manque d'énergie, au manque de ressources et à l'ensemble des problèmes écologiques. Fichtre. Alors Jean-Marc Jancovici appelle les personnes qui croient fondamentalement aux solutions techniques et aux nouvelles ressources les cornupiciens. Alors pourquoi les cornupiciens? C'est des personnes qui croient à la corne d'abondance. Si on cherche bien, on trouvera tout le temps, au fond de la corne, une nouvelle ressource, une nouvelle énergie ou encore une solution. Là aussi, il semblerait qu'on fasse fausse route puisque notre planète n'est pas une corne d'abondance, hélas. Tout d'abord, les solutions techniques sont extrêmement demandeuses de ressources, en métaux rares, en cuivre, en minéraux, en or. Aujourd'hui, on sait par exemple que changer totalement la flotte de véhicules conventionnels par des véhicules électriques n'est pas possible, faute de ressources disponibles et de capacité de production d'électricité suffisante. De plus, l'extraction est un mécanisme long, coûteux, compliqué, qui nécessite l'utilisation abondante de pétrole et de gaz. Et je ne vous parle pas de la consommation d'eau pour le rinçage des métaux, des nombreux traitements chimiques pour isoler le minerai, des pollutions aériennes, souterraines, terrestres, etc. Savez-vous qu'il faut en moyenne 1 tonne de roche pour extraire entre 1 à 2 grammes d'or? Et que nous sommes sur des variables à peu près similaires pour pas mal de métaux qui vont être nécessaires pour les nouvelles technologies. Il faut savoir que cette tonne de roche, en plus, elle est traitée, donc elle n'est pas réutilisable comme de la roche ou de la pierre. C'est un produit qui est foncièrement pollué. Alors ne nous en déplaise, toute activité humaine est consommatrice de ressources et d'énergie. Pour produire, il nous faut des intrants, c'est-à-dire des éléments à récupérer pour démarrer le processus de production. Par ailleurs, la production de biens et des services engendre des extrants. On appelle aussi cela des externalités. C'est-à-dire que cette production va avoir des conséquences plus ou moins directes sur l'environnement et sur les personnes qui vont être liées au processus de production. Alors, par rapport aux externalités, on parle d'externalités négatives. Quand il y a des conséquences négatives sur l'environnement, par exemple du bruit, de la pollution, des déchets, des conflits sociaux, etc. Et on parle d'externalités positives lorsque notre production va générer des conséquences positives. Et là, on peut avoir du lien social, de la création d'énergie, de l'amélioration de la biodiversité, de l'insertion sociale. Donc par voie de conséquence, plus je produis, plus j'ai besoin d'internalité et plus je génère des externalités. C'est mathématique. Or, depuis environ 50-60 ans, ce qu'on appelle la grande accélération, en effet, on assiste à une accélération fulgurante de nos productions. Du fait de la démographie, mais aussi du fait de la croissance, de l'évolution de nos modes de vie et des progrès technologiques. Par exemple, j'ai 47 ans, il n'y avait qu'un écran de télévision. Il n'y avait qu'un écran, une télévision chez mes parents, il y a 30 ans. Aujourd'hui, dans ma famille, nous avons 2 téléviseurs, 3 ordinateurs, 2 smartphones, soit 7 écrans. Alors c'est pour cela que de nouvelles entreprises sont en train de voir le jour. Le constat a été fait et ce qu'elles proposent, ça existe déjà depuis longtemps, mais jusqu'à récemment, cela restait à la marge de la marge. Si le nombre de ces entreprises reste marginal, on est sans doute encore dans le temps des premiers adoptants, ou des tout premiers en tout cas. Et ce qu'elles proposent, donc ça existe depuis longtemps, on le retrouve dans l'économie collaborative, dans l'économie du partage, dans l'économie sociale et solidaire, et dans pas mal d'idées sur les nouveaux modèles de gouvernance. Les enjeux écologiques font en sorte que ces modèles marginaux sortent de plus en plus de la marge ces dernières années. Et puis, au sujet des entreprises dites marginales, n'oublions pas cette jolie phrase que disait Jean-Luc Godard, c'est la marge qui tient la feuille. Alors en 2018, comme je vous ai dit en introduction, une économiste anglaise, Kate Raworth, sort ce livre, La théorie du donut, l'économie de demain en 7 principes. Ce livre trouve un écho assez important car il propose de façon assez pédagogique de sortir du modèle actuel et il propose une méthode et des solutions, il propose un nouveau modèle.
Et c'est un nouveau modèle de développement plus responsable, tant au niveau humain qu'au niveau environnemental. Un nouveau chemin à suivre. C'est en partie dans ce nouveau modèle que les entreprises régénératrices se situent. Alors pourquoi le donut? Vous le connaissez pour certains ou certaines ici. Un donut, c'est à peu près cette forme. Je trouve pas ça personnellement très bon, mais en tout cas, c'est cette forme-là. C'est une sorte d'anneau. Et c'est à partir de cette forme que ce nouveau modèle de développement s'est écrit. À l'intérieur du donut, dans sa zone interne, on va trouver les bases indispensables dont aucun individu ne devrait manquer. Ceci afin de vivre dans une société de justice et de paix. On retrouve ici les objectifs de développement durable qui ont été proposés par l'ONU. En effet, tout groupe humain qui a atteint un certain niveau d'inégalité sociale se met en danger. Il y a donc des fondements à ne pas toucher, au risque de mettre le niveau de conflictualité sociale et d'effondrement du système à un niveau non maîtrisable. Et puis, sur la surface externe du donut, on retrouve l'excès de pression de l'activité humaine sur l'écosystème Terre, qui impacte directement et négativement nos conditions d'habitabilité sur la planète. Alors à ce jour, il existe 9 limites planétaires répertoriées. Atteindre ces limites, c'est multiplier le nombre de sécheresses, d'inondations, de canicules et d'autres catastrophes. C'est aussi prendre le risque d'atteindre ce qu'on appelle des points de bascule. Alors le point de bascule, c'est le moment où le dérèglement atteint un seuil et le dérèglement se fait indépendamment de l'activité humaine. Il est inéluctable et l'accélération se fait par elle-même. Alors on sait qu'aujourd'hui on en a déjà atteint quelques-uns, points de bascule. Par exemple, les fontes des glaces du Groenland sont inéluctables. Quoi qu'on arrêterait définitivement de produire quoi que ce soit, toute activité humaine, le Groenland va fondre puisque le processus de fonte est enclenché et est irréversible. Il en est de même de la fonte du permasol en Sibérie et de la même chose de la disparition des récifs coralliens tropicaux. Autre point sur ces plafonds écologiques et ces risques de catastrophe, à l'horizon 2050, certains économistes et assureurs proposent que 18%, donc quasiment un cinquième du PIB mondial par an, pourrait être perdu du fait des catastrophes naturelles et des crises écologiques. On l'a vu récemment du côté de Valence en Espagne. Alors quand les scientifiques disent qu'il y a urgence, en effet, ils n'ont pas tort. À ce jour, sur les 9 limites planétaires, 6 sont d'ores et déjà irrémédiablement dépassées. Des économistes, je vais pas trop vous en dire, car ce serait peut-être vous donner le vertige et saper la motivation, et c'est pas mon intention. Parce que justement, tout ça nous appelle à changer de logique, à changer de logique assez rapidement, à entrer dans le donut de cette façon. C'est-à-dire abandonner la logique du toujours plus, la logique de la compétition, la logique de la fuite en avant, du sky is the limit, pour adopter une logique de la circularité, du prendre soin, de responsabilité, de sobriété, de vigilance. Alors est-ce qu'il est possible pour une entreprise d'être prospère sans être riche, d'être robuste sans être performante, d'être capable de partage plus que de conquête? C'est tout l'enjeu. Il s'agit d'abandonner cette idée de développement vieille de plusieurs siècles, prendre, fabriquer, utiliser, jeter, pour la remplacer par de nouveaux principes. Prendre le minimum, fabriquer en responsabilité, consommer et utiliser en conscience, c'est-à-dire juste ce que l'on a besoin et dans un souci de durabilité. D'un côté, régénérer, c'est-à-dire donner un maximum de valeur, pas simplement de la valeur économique, à chaque étape. Récupérer, récupérer et récupérer encore. De la matière, de l'énergie ou que sais-je d'autre. Et sur l'autre aile du papillon, restaurer. Essayer de réintroduire un maximum de matière et d'énergie dans le cycle de production. L'idée ici est d'avoir un impact minimum sur le vivant, un impact négatif, voire même d'avoir un impact positif. L'entreprise Pocheco, dont je vous ai parlé en introduction, cette entreprise basée à Lille, a un bilan carbone positif. Ça veut dire qu'elle capte plus de carbone qu'elle n'en produit. Comment? C'est notamment par exemple pour chaque arbre récupéré par Pocheco dans des forêts scandinaves éco-gérées, Pocheco s'engage à en planter 10. Et d'autres actions, un jardin derrière chez eux et d'autres éléments, un toit végétalisé qui leur permettent d'avoir un bilan carbone
positif. Alors, voici quelques principes pour entrer dans ce donut et devenir une entreprise régénératrice. Alors tout d'abord, Kate Raworth, elle propose un chemin vers l'entreprise régénératrice et elle propose qu'il y a des étapes à franchir qui peuvent être plus ou moins longues en fonction des entreprises. Aujourd'hui, une entreprise, elle peut avoir le choix de ne rien faire. Ça n'est pas obligatoire, ça peut le devenir, mais en tout cas, on peut partir sur cet élément-là, ne rien faire. Deuxième étape, on peut se réfléchir à dire je veux bien faire, mais juste ce qui est efficace et économiquement. Et donc, je veux bien uniquement faire ce qui paie. Troisième étape, je veux bien prendre ma part, mais rien que ma part. En faire un petit peu, mais pas trop. Et dans les dernières étapes, ne pas nuire. Ce qui est déjà très bien, ne pas nuire. C'est déjà un très très gros enjeu pour les entreprises. Mais comme le dit Kate Raworth, ne plus enlever de briques à un mur largement fragilisé ne lui permettra pas de retrouver sa robustesse. Il faut au contraire le réparer. D'où l'importance d'aller plus loin et pour l'entreprise de devenir réparatrice ou généreuse. Dans les différentes étapes pour l'entreprise régénérative, le premier c'est peut-être de se confronter. Accepter de regarder les conséquences de son activité sans détourner les yeux. Quelles sont les limites planétaires affectées par mon activité ? Quelles sont les ressources critiques indispensables à mon fonctionnement ? Quels sont les enjeux sociaux propres à mon entreprise et à mes parties prenantes ? Quelle est ma dynamique de performance ? Qu'induit le développement de mon chiffre d'affaires pour l'environnement et pour la société ? Quels sont les impacts négatifs liés à ma croissance et à mon développement ? Pas facile de se poser ces questions de façon lucide et honnête. Mais une fois cette confrontation réalisée, il va falloir accepter sans doute des renoncements nécessaires. Alors entendons-nous bien ici, il ne s'agit pas de se pendre, pas du tout. Il s'agit simplement de casser l'élan de la fuite en avant aveugle pour trouver un nouvel élan. Donc ce n'est qu'une fois cette analyse de l'existant menée par l'entreprise qu'elle pourra poser un regard systémique sur sa situation et formuler correctement les problématiques, tracer une nouvelle feuille de route. Cela passera par des abandons, je vous en ai parlé. Mustela a décidé d'abandonner les lingettes dans un proche avenir, 20% de son chiffre d'affaires en France. Nexans a décidé d'arrêter le développement tous azimuts en volume et avec tous les clients, en se limitant en termes de matière et en limitant le rayon d'activité des usines à 800 km. 80% des clients doivent être trouvés dans un périmètre de 800 km de l'entreprise. Une fois les renoncements et la confrontation réalisés, il ne faut pas s'arrêter là. Il s'agit de se poser la question, vers quoi aimerions-nous aller collectivement ? À partir du moment où le développement du chiffre d'affaires et du bénéfice ne peuvent plus être le seul horizon de l'activité, il s'agit de définir un nouveau projet, une nouvelle raison d'être, qui peut se résumer ainsi. À quoi avons-nous envie d'être utiles ? Que souhaitons-nous faire advenir de bon, de beau, de bien ? Comment pouvons-nous être plus utiles aux vivants, l'humain et le non-humain ? Une fois cette ambition développée, il va falloir être très intelligent et très inventif. Car à ce jour, il n'y a pas de modèle prêt à mâcher. Tout est à construire. Même si on a quelques éléments, quelques entreprises sur lesquelles qui peuvent être inspirantes. Donc il va falloir innover, réfléchir, tester, échouer, corriger et tester encore. D'où l'importance de réfléchir à mettre en place des dispositifs d'évaluation permettant de mesurer les effets des actions et des décisions, à la fois sur leur efficacité marchande, mais aussi de leur impact sur les écosystèmes et la société. Le vivant fonctionne par expérimentation. Alors pourquoi ne pas l'imiter ? L'entreprise Interface, je vous en ai parlé, fabricant de dalles de moquette, déploie le modèle d'entreprise forêt. Elle souhaite mimer le fonctionnement de la forêt, particulièrement riche et diversifiée, pour une application industrielle. Pour l'entreprise régénératrice, le vivant est une puissante source d'inspiration. Trop longtemps, on a vu la nature uniquement comme une ressource abondante, disponible, servile et sans intérêt. Pourtant, survivre, se développer, s'adapter au changement de l'environnement, le nourrir afin d'y habiter durablement, tout cela, ce sont des enjeux pour tous les organismes vivants. Il y a donc un socle commun de principes fondamentaux qui s'applique à toute l'échelle du vivant, à l'entreprise y compris. Ça peut être l'utilisation parcimonieuse, pertinente et circulaire des ressources. Ça peut être
l'adaptation, l'acceptation des limites, pardon, et la coopération, la diversité, les capacités d'apprentissage et d'évolution, y compris dans l'échec, peut-être même surtout dans l'échec, et la capacité à déceler dans les contraintes des opportunités. Le vivant sait faire, le vivant sait se déployer dans des systèmes complexes, pourquoi pas l'entreprise? À partir de là, les premières actions à mettre en œuvre seront la diminution au maximum des impacts négatifs sur l'activité. Diminution de l'utilisation de ressources, utilisation de ressources renouvelables, diminution des déchets, meilleure utilisation, politique zéro carbone. Bref, comme le dit le patron de Pocheco, entreprendre sans détruire. Et en même temps, une expérimentation sans relâche pour trouver des impacts positifs à son activité. Recréer de l'eau saine, remettre dans la nature, dans des espaces où la nature est absente, éduquer à la permaculture ou à d'autres choses, recréer du lien social, former à d'autres usages, participation à la création de nouveaux écosystèmes. Je vous l'ai déjà dit, en plus de consommer moins d'arbres pour sa production de papier, Pocheco plante 10 arbres pour tout arbre utilisé dans son processus de production. Alors tout ceci se fait dans une logique avec un nouveau terme qu'on appelle la solidarité écologique. Accepter que nous sommes toutes et tous ensemble, humains et non humains, embarqués dans une aventure aussi fantastique qu'effrayante. Permettre à la vie sur Terre, chez nous, dans nos quartiers, dans nos villes et sur toute la surface du globe, de survivre et de continuer à se déployer et à être abondante. Non pas en jouant les uns contre les autres, contre une soi-disant concurrence libre et non faussée, mais en ayant à cœur de prendre soin, de réparer, de restaurer. Bref, de régénérer. C'est cela, l'ambition de l'entreprise régénérative. Alors pour conclure, j'aimerais vous rappeler que l'optimisme n'est pas une option. C'est sans doute la seule possibilité de nous mettre en route avec suffisamment d'énergie et d'engagement pour amener les transformations nécessaires. Même si aujourd'hui ce que je vous présente peut paraître marginal, utopique, à côté de la plaque, à côté de la réalité des entreprises, je vous invite à ne pas trop céder trop vite à l'idée d'une entreprise différente et laisser l'idée mûrir en vous. J'aimerais vous rappeler que dans toute théorie des systèmes, ce ne sont pas ceux qui sont au cœur du système qui le font changer, ce sont ceux qui se trouvent à sa périphérie. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu une nuée des tourneaux, on en voit un petit peu dans la région. Pour qualifier ces balais, on a un joli mot en langue française, on parle d'une murmuration. Eh bien, il faut savoir que les oiseaux qui sont au centre de la nuée, ils ne peuvent pas faire bouger la nuée parce qu'ils sont trop au centre. Le balai ne bouge, ne se fait que parce que les oiseaux qui se situent à la périphérie, les marginaux en quelque sorte, plus sensibles aux fluctuations du vent, mais aussi ceux qui voient mieux de par leur position extérieure, orientent le collectif et le font changer de direction. Cela nous invite, même si nous devons rester encore quelque peu marginaux, à poursuivre dans notre chemin. Alors j'en ai fini avec cette conférence. Je pense qu'on est relativement dans les temps. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et si vous souhaitez prolonger les discussions et voir les dispositifs qui peuvent être éventuellement mis en œuvre, je suis au stand à 14 Hall A toute l'après-midi. Merci pour votre attention.